Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 26 mars, la justice sud-africaine a examiné ce jeudi un recours d'une commission anticorruption réclamant que Jacob Zuma soit placé derrière les barreaux pour outrage à la justice. Au Niger, au moins 11 personnes ont été tuées au cours d'attaques contre 3 villages de la région de Tillabéri à l'ouest. Cela porte à plus de 300 le nombre de civils tués au Niger depuis le début de l'année. Et puis la visite du chef de la diplomatie chinoise en Turquie ce jeudi n'est pas du goût de tous. Plusieurs centaines de Ouïghours ont manifesté à Istanbul et à Ankara. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Khaled Drareni retournera devant la justice algérienne pour être rejugé. La Cour suprême a accepté ce jeudi le pouvoir en cassation présenté par ses avocats. Khaled Drareni avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Un verdict d'une sévérité sans précédent à l'encontre d'un journaliste, ce qui a indigné ses confrères et suscité une campagne de soutien bien au-delà des frontières de l'Algérie. Il a aussi été accusé d'avoir critiqué sur Facebook le système politique et publié le communiqué d'une coalition de partis politiques en faveur d'une grève générale selon RSF. Enfin, les autorités lui ont reproché d'avoir travaillé pour un média étranger sans accréditation, une procédure bureaucratique opaque en Algérie, mais aussi d'être un Kabardi, un informateur à la solde des parties étrangères. Khaled Drareni a rejeté ces accusations, assurant n'avoir fait que son travail en tant que journaliste indépendant et exercer son droit d'informer et décider de se pourvoir en cassation au nom de la morale et de l'éthique, selon ses avocats. La Cour suprême annule la décision. Le pourvoi de la défense a été accepté, donc Khaled Drareni sera rejugé, a indiqué à l'AFP un de ses avocats, Maître Abdelghani Badi. J'espère que lors de ce nouveau procès, il n'y aura pas de pression sur la justice, comme cela a été le cas auparavant, a ajouté Maître Badi. Lors du procès en septembre, le collectif des avocats de Khaled Drareni avait fustigé la pression sur les juges qui sont mis sous influence. Incarcéré en mars 2020, le journaliste indépendant de 40 ans a bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle le mois dernier en faveur de détenus du mouvement pro-démocratie du Irak. Il est depuis en liberté provisoire. Sitôt libéré, il a repris ses activités de journaliste auprès de Kabach Tribune et de la chaîne française TV5 Monde. L'Algérie figure à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse 2020 établi par RSF. Elle a perdu 27 places en 5 ans. La justice sud-africaine a examiné ce jeudi un recours d'une commission anticorruption réclamant que l'ex-président Jacob Zuma soit placé derrière les barreaux pour outrage à la justice. L'audience s'est tenue en visioconférence sans aucun avocat de l'ancien président. Depuis la création en 2018 de la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée pendant ses 9 années au pouvoir, Jacob Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, multiplie les manœuvres pour éviter d'avoir à s'expliquer, empilant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Après une énième convocation snobée fin février, la commission a réclamé auprès de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, 2 ans de prison contre l'ancien chef d'État. Car cette fois-ci, l'ex-président a non seulement ignoré la commission, mais aussi une décision rendue en janvier par la Cour suprême, l'obligeant à comparaître et le privant du droit à garder le silence. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'ancien président doit aller en prison, mais combien de temps il doit y rester, a exposé au juge l'avocat de la commission. Ni Jacob Zuma, ni aucun de ses avocats n'étaient présents à l'audience organisée en ligne. Évoquant une justice attaquée et le ton belliqueux et provocateur de l'ancien président, l'avocat a qualifié le comportement de Jacob Zuma de manœuvre cynique,
pour éviter de rendre des comptes. Si le cas est exceptionnel, le statut d'ancien président de Zuma ne le protège pas de la loi, a martelé l'avocat. La Cour n'a pas encore communiqué de date pour rendre sa décision. Jacob Zuma, 78 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission anticorruption en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Englué dans les scandales, il avait été poussé à la démission en 2018 et remplacé par l'actuel président Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille. Au Niger, le président élu Mohamed Bazoum héritera d'une situation sécuritaire très délicate. Ce mercredi, au moins 11 personnes ont été tuées au cours d'attaques contre 3 villages de la région de Tillabéri à l'ouest. Cela porte à plus de 300 le nombre de civils tués au Niger depuis le début de l'année. Les assaillants venus à moto ont encerclé 3 villages de Tillabéri à l'ouest et ceux qui ont cherché à fuir ont été poursuivis et tués selon un élu qui a requis l'anonymat. Ils ont emporté des animaux, incendié des classes d'une école et saccagé un centre de santé qui procure des soins à plusieurs villages de la zone, a-t-il ajouté. Les 3 villages qui sont situés dans une zone difficile d'accès sont distants de quelques kilomètres. En mai 2020, 20 personnes avaient été tuées dans ces agglomérations au cours d'attaques menées par des hommes lourdement armés venus à moto et qui avaient ensuite fui en direction du Mali selon les autorités. Les attaques contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année au Niger. Plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements de l'ouest du pays, frontaliers du Mali. Aucune d'entre elles n'a été revendiquée. La dernière de ces attaques de grande ampleur a eu lieu dimanche dans la région de Tawa, faisant 137 morts en quelques heures dans 3 villages touaregs et des campements alentours. Une note de culture dans cette édition, promoteur d'un savant mélange entre l'art traditionnel et l'art contemporain, Michel Kodjo est décédé ce mercredi à l'âge de 86 ans. Né en 1935 dans la région d'Aboisseau, il est présenté par ses pairs comme le premier artiste peintre et sculpteur à avoir fait une exposition individuelle en Côte d'Ivoire à l'hôtel de ville d'Abidjan en 1957 à seulement 22 ans. Il travaillait sur les images mêlées d'une forme de mysticisme qui laissait transparaître des masques africains, a salué Amadou Sanou, directeur du site internet d'information culturelle Farafina Culture. Il utilisait les couleurs chaudes, spécialement le rouge, rendant cette toile très gaie. Après son exposition en 1957, Michel Kodjo bénéficie d'une bourse pour étudier à l'École des arts décoratifs de Nice de 1959 à 1961. Il obtient le premier prix de dessin et décoration décerné par cette ville en 1964. La visite du chef de la diplomatie chinoise en Turquie ce jeudi n'est pas du goût de tous. Plusieurs centaines de Ouïghours ont manifesté à Istanbul et à Ankara. Cette communauté turcophone subit une sévère répression en Chine. Près de milliers de personnes ont pris part au rassemblement à Istanbul, brandissant des drapeaux indépendantistes ouïghours et scandant que la Chine arrête le génocide ou Chine fasciste ferme les camps. À Ankara, où le rassemblement devant l'ambassade de Chine a été interdit par les autorités, des dizaines de manifestants ont protesté non loin de l'enceinte diplomatique. Originaires de la région de Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, les Ouïghours sont une minorité musulmane et turcophone. Plusieurs ONG et pays accusent la Chine de persécuter les Ouïghours, notamment dans des camps d'internement où les membres de cette minorité sont soumis, selon les témoignages, de rescapés à divers sévices. Pékin rejette ces accusations et présente ces structures comme des centres de formation professionnelle. Mais alors qu'Ankara cherche à préserver ses relations économiques avec Pékin et est dépendant d'un vaccin chinois contre le nouveau coronavirus, le président Recep Tayyip Erdogan, qui avait dénoncé en 2009 un génocide contre les Ouïghours, a mis ses critiques en sourdine. Dans une déclaration sur Twitter, le ministre turc des Affaires étrangères a mis en avant le potentiel économique et la coopération en matière de lutte contre la pandémie et de vaccins. La situation des Ouïghours a aussi été évoquée, a ajouté le ministre, tout en prenant soin d'éviter
les thèmes qui pourraient fâcher. Allons au Japon pour finir cette édition. Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo, reporté cet été en raison de la pandémie, a été lancé jeudi initialement sans public dans le département de Fukushima. Ces Jeux se tiennent en période de pandémie et les organisateurs tentent de dissiper les inquiétudes d'une population japonaise réticente. La torche métallique d'or rose, au sommet en forme de fleur de cerisier, a été enflammée au sein du très symbolique complexe sportif J-Village qui avait servi de base aux opérations de secours après la catastrophe nucléaire du 11 mars 2011, consécutive à un séisme et à un tsunami dans le nord-est du Japon. S'exprimant lors d'une cérémonie, la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a dit espérer que la flamme olympique serait un rayon de lumière au bout de l'obscurité. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Alors j'espère que ça pourrait amener un peu de positif aux gens, a déclaré Aya Sameshima, championne du monde de football en 2011, qui a pris part au relais avec ses anciennes camarades. L'événement auquel 10 000 coureurs doivent participer pendant 121 jours sera, comme ces JO, très différent des précédents. Les spectateurs tenus à l'écart de la cérémonie de départ et du premier tronçon devant être masqués et priés de retenir leurs acclamations. Le public pourra suivre le reste du parcours de la flamme qui passera par les 47 départements du Japon avant d'arriver au stade national de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture des Jeux le 23 juillet. À cause des règles sanitaires, cela manque un peu de ferveur, a regretté jeudi Tetsuya Osawa, venu de la banlieue de Tokyo pour voir le relais. Sans la pandémie, il y aurait eu davantage de monde et d'excitation, a-t-il dit, tout en saluant un pas vers la réhabilitation de Fukushima. Mais l'ambiance était plutôt festive sur le parcours, notamment à Iwaki, la plus grande ville traversée par le relais jeudi. Tout le long du parcours, les coureurs visiblement ravis de brandir la torche rivalisaient d'imagination pour chorégraphier leur passage de flamme, tandis que chants et roulements de tambour retentissaient ça et là. La flamme est arrivée au Japon en mars 2020, 4 jours seulement avant la décision du report des Jeux à cause du coronavirus. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.